À suivre, si vous voulez bien, mesdames et messieurs, nous allons partager une table ronde. Cette table ronde a pour terme, finalement, c'est si on veut savoir où l'on va, encore faut-il savoir d'où l'on vient. Car on ne peut pas se projeter dans l'avenir si on ne tient pas compte du passé. Il y a aujourd'hui 50 années qui se sont écoulées avec l'EPA. Vous avez rappelé, monsieur le préfet, qu'effectivement, il est nécessaire que finalement l'EPA soit un outil au service des territoires. Comment redéfinir cet outil face à ces défis? C'est bien l'objet dont on va parler pour aborder une thématique pour la transition de demain. Je vais demander, si vous voulez bien, à Marilyn Pichery de venir nous rejoindre ici, présidente du conseil d'administration de l'EPA, nouvellement réélue, merci, maire de Savigny-le-Temple. Annabelle Testo, qui est avec nous. Est-ce qu'Annabelle Testo est avec nous? Bonjour Annabelle. Chef du service territoire et prospective à la DTT 91, merci d'être avec nous. Je vais demander à Magali Volbein de me rejoindre, architecte urbaniste, présidente chez DA De Villers et Associés. J'ai dit DA, vous savez, voilà, De Villers et Associés. Architecte urbaniste. Je vais demander enfin à Vincent Cotet de venir me rejoindre, paysagiste et urbanisme chez Richesse et Associés. Et vous avez la possibilité d'applaudir ces 4 participants pour cette table ronde, mesdames et messieurs. Vous l'avez vu, en quoi l'opération d'intérêt national de Sénart, l'OIN de Sénart, est-il un exemple à suivre? Quels acquis du passé permettront de réussir la transition de demain? Voilà ce que je vous propose en préambule de cette table ronde. Mesdames et messieurs, c'est un petit film, ça va vous rappeler quelques souvenirs, Marilyn, parce qu'on va parler un peu de l'implantation, de cet esprit pionnier qui a incarné finalement la naissance de ces villes nouvelles. Je vous propose qu'on envoie le premier film d'animation. J'ai quitté une ville pour une autre ville nouvelle à la campagne, une ville de 17 000 hectares. Mais la ville, où est-elle? Allongée dans la nature. Est-ce qu'on a pensé à l'environnement pour Melun-Sénart? Bien sûr, bien sûr. Et c'est même l'environnement qui va faire l'un des charmes de Melun-Sénart. L'environnement, c'est la Seine, quelle merveilleuse fleur. Et puis, c'est la forêt. Ça pourrait aussi bien s'appeler Melun-Sénart, Melun-les-Forêts, en somme, de la forêt de Fontainebleau à la forêt de Sénart. Et vous, madame, où habitez-vous? J'habite l'une de ces maisons. L'un de ces appartements. Et monsieur? C'est l'heure de mes loisirs. La France fait un effort considérable afin d'économiser l'énergie. Michel Dornano a visité cet après-midi le premier village solaire de France, une expérience réalisée dans la ville nouvelle de Melun-Sénart, à 50 km de Paris. L'objectif, c'est d'arriver à avoir des maisons qui consomment moins d'énergie et qui nous libèrent du pétrole. Nous voulons qu'à partir de 1985, les maisons qui seront construites en France consomment moitié moins d'énergie que ce qu'elles consomment maintenant. Écologie urbaine, voilà un mot bizarre. La ville ne serait plus l'ennemi juré de l'environnement. La cité pourrait être conçue en harmonie avec l'homme et la nature. L'écologie urbaine, c'est une nouvelle façon de regarder la ville. C'est pas parce qu'on fait un habitat solaire, une piscine solaire, des espaces verts convenables, qu'on réalise une ville écologique. C'est, à travers tous les services, réaliser quelque chose qui soit coordonné.
L'Île-de-France reste encore aujourd'hui une région boisée, mais ces forêts situées près des villes sont souvent maltraitées. Une d'entre elles, cependant, semble sauvée. La forêt de Sénart, elle sera le premier massif forestier entièrement protégé de la région. 3000 hectares devraient ainsi être mis à l'abri des menaces de l'urbanisation, notamment des défrichements. Une forêt aujourd'hui particulièrement menacée par l'extension de la ville nouvelle de Melun-Sénart et par les tracés routiers et ferroviaires. Une décision approuvée par les élus des communes de l'agglomération. Sénart est la plus jeune des villes nouvelles et certainement celle dont l'environnement est le plus boisé. Elle se développe autour d'une dizaine de villages anciens où l'on cultive l'art de vivre à la campagne. Ville peu dense, bâtie autour du végétal et de l'eau. Sénart, un nom qui évoque la forêt, la nature, un habitat équilibré, des quartiers où il fait bon vivre en toute saison. Vivre à Sénart, c'est vivre la nature dans la ville. Sénart, c'est vivre dans un cadre privilégié. C'est bien. Qu'est-ce qui caractérise l'environnement à Sénart? 80 plans d'eau. L'environnement à Sénart, c'est une charte de l'environnement en 95. En 2000, Comble-la-Ville a signé cette charte pour le parc d'activités de la Borne Blanche. Désormais, Sénart lance l'un des premiers écopoles d'Île-de-France dédiés aux écoactivités limitant l'impact sur l'environnement. L'important est bien que, tout en organisant notre vie de demain, ceux qui se penchent sur le problème respectent et préservent la nature qui nous environnera. Merci beaucoup pour ce reportage, ces images qui ont été recueillies. Merci à Thomas Penzel de les avoir recueillies. Marilyn Pichery, quand vous avez un micro qui est à votre disposition, quand vous avez regardé ces images, est-ce que vous avez eu un sentiment de nostalgie? C'est déjà allumé. Oui, c'est exactement ça. En fait, c'est exactement ce qu'on a vécu quand on est arrivé. Et c'est vrai que... D'ailleurs, on avait des autocollants au moment... Le premier logo, c'est le premier logo de l'EPA Sénart. Et on avait des autocollants qui s'appelaient Melun-Sénart, ville verte. Parce qu'à cette époque-là, on était, comme tout le monde le sait, très certainement, la ville de Melun-Sénart. On a été pendant longtemps la ville de Melun-Sénart, adossée à Melun. Et puis, à un moment, pour des raisons autres, nous sommes devenus Sénart tout seuls. Et c'était ça, en fait. On avait l'impression d'être complètement à la campagne quand on est arrivé. Et les gens qui sont venus à cette époque-là sont venus pour cela. C'est ça un petit peu la difficulté aussi dans les villes nouvelles, c'est que comme les gens sont arrivés sur un territoire extrêmement vert, ils pensaient qu'après eux, il n'y aurait plus personne. Donc c'est un peu la difficulté, d'une part. Et puis d'autre part, moi je trouve qu'il reste énormément d'espaces verts. C'est vrai, ce qui est dit dans le film, une ville où la verdure, les espaces boisés sont privilégiés, c'est réel. C'est intéressant parce que ce que vous dites, parce que vous avez vu dans le discours du préfet, on a déjà cette notion de l'environnement qui entre en ligne de compte. Elle est sous-jacente. Il y a déjà cette notion de la densité des problématiques urbaines sur une période qui finalement est assez courte si on y réfléchit, on y réfléchit bien. Aujourd'hui, votre territoire, si on prend l'ensemble du territoire, c'est pratiquement la taille d'une métropole. Si on prend, c'est environ 600 000 habitants sur l'ensemble des communes. Est-ce qu'il vous paraît conciliable d'aborder sereinement, à cause de l'explosion démographique, des phénomènes de décohabitation, des problématiques qui sont liées à l'énergie, l'éducation, la sécurité, la santé, la mobilité, est-ce qu'on peut concilier l'esprit apaisé d'une ville, inclusive, désirable, en évitant ce que vous disiez tout à l'heure, la gentrification? Est-ce que ça vous paraît aujourd'hui à la fois conciliable et pensez-vous aujourd'hui disposer de suffisamment d'outils pour pouvoir le faire? En fait, c'est la notion de transition écologique et sociale de ce dont vous parlez. Et moi, je pense que sur le territoire de Sénart, oui, c'est possible. C'est possible, mais à condition aussi, et ce que je disais dans mon introduction, de regarder un peu différemment les 50 années à venir. Parce que c'est une ville qui est quand même beaucoup basée sur l'étalement urbain, qui était une réponse à la question à cette époque-là, dans les années 70, du besoin d'espace, du besoin de cheminement piétonnier,
de grands axes qui permettent qu'il n'y ait pas de bouchons, etc. Sauf qu'aujourd'hui, quand même des bouchons à l'entrée de nos villes, parce que nos villes, elles ont évolué. Les axes routiers autour sont quand même relativement saturés. Il suffit de regarder l'évolution sur la Nationale 6. Si on regarde quand on vient de Créteil, entre 1995 et maintenant, c'est-à-dire en à peine 30 ans, l'axe est quand même assez saturé le matin et assez saturé le soir. Et c'est pour ça qu'en fait, il faut y réfléchir autrement. Et la transition sociale et écologique, elle nécessite aussi que, quand on parle de transition écologique, ce n'est pas simplement, uniquement planter des arbres, la préservation de la nature. C'est aussi permettre aux gens de pouvoir faire leurs courses à proximité, aux jeunes de pouvoir avoir un développement en termes de lycée et d'enseignement supérieur qui correspondent aux besoins, aux parents, aux familles de pouvoir travailler pas trop loin avec des emplois qualifiés. Vous parliez tout à l'heure de valeur, et ça c'est un véritable enjeu. Et il y a un tournant qui a été pris sur Sénart lorsqu'on a décidé que la logistique c'était stop. Parce que évidemment sur notre territoire la logistique c'était facile, c'est simple. Alors pour l'EPA, hein, Olivier, même si vous n'étiez pas là à ce moment-là, c'était simple parce que c'est des gros contrats qu'on signe. C'est forcément pour générer du chiffre d'affaires pour l'EPA, c'est beaucoup plus simple. On ne va pas se mentir. Mais en termes d'avenir, pour le territoire, c'est pas un avenir aujourd'hui. C'était nécessaire certainement de le faire à cette époque-là. Il y avait un besoin, mais voilà. Et là, quand on fait beaucoup de logistique, on n'est pas dans la transition sociale et écologique, même s'il y a eu un besoin, fut un temps. Parce qu'on a bien besoin de stocker quelque part tout ce qui est acheté par ailleurs, et notamment par les commerces, et aujourd'hui en plus par Internet. Mais moi je crois que c'est possible, parce que d'abord on part d'un territoire qui est extrêmement naturel. Dans le film, on dit qu'il y a beaucoup de lacs, ce sont majoritairement des lacs, des espaces de rétention, parce qu'en fait on est quand même construit sur des champs de betteraves. Ici c'était des betteraves, hein. Et dans les années 70, on savait qu'on arrivait à Lieusaint, parce qu'il y avait la sucrerie, et on pouvait dormir de Paris à Lieusaint. Il n'y avait pas de sujet, à Lieusaint, on se réveillait. C'est ça, c'est sûr. Mais donc, en fait, si vous voulez, ce à quoi on doit réfléchir aujourd'hui, c'est ça. C'est pas simplement, c'est conserver l'espace. La transition sociale et écologique, pour moi, c'est ça. C'est conserver les espaces naturels, les valoriser. Ça, on sait vraiment bien faire. Tout à l'heure, Michel Bisson a parlé du développement en termes d'agriculture urbaine et de la notion d'alimentation. C'est essentiel. Mais on doit y rajouter le fait d'éviter les déplacements pendulaires, le fait aussi d'avoir un marqueur qui fait que les gens aient envie de venir. Et la mixité sociale dont on parle, alors on pourra se battre contre toutes les lois de la terre en matière d'attribution de logements, où de toute façon les maires n'ont aucun pouvoir en réalité, quasi pas. Ce qui est un vrai sujet, mais ce n'est pas le débat aujourd'hui. Ils ont le pouvoir de construire. Oui, pas toujours d'ailleurs en plus, pas toujours d'ailleurs, pas toujours. Et puis surtout, on n'a pas de pouvoir d'attribution avec les bailleurs sociaux, et ça c'est un vrai sujet parce que c'est vraiment ce qui peut miner l'avenir du territoire de Sénart, si on n'y prête pas attention. Mais par contre... ça veut dire que vous aimeriez, vous, en tant qu'élu local, maîtriser, par exemple, l'attribution de logements? Ah ben rien. Enfin, je veux dire, 20%, c'est rien du tout. 20% ou zéro en matière d'attribution de logements, c'est assez équivalent. Parce que ça ne permet pas de faire de la mixité sociale. Mais la mixité sociale, c'est pas que ça. C'est aussi tout ce qu'on va amener autour, tout ce qui a été dit en termes d'emploi, en termes de commerce, en termes d'enseignement supérieur. Et là, nous aurons une vraie transition sociale et écologique. Et très certainement, les 50 ans à venir, pour Sénart, ce sont les 50 ans de la transition sociale et écologique. Et moi, je rajouterais, je dirais, la dimension sociétale aussi, puisque la société a changé. Donc nos villes doivent répondre aux besoins de la société. Et y compris les villes qui ont été construites dans les années 70. Vous voyez, par exemple, sur Sénart, on a quand même plusieurs villes qui sont en rénovation urbaine. Pourquoi elles sont en rénovation urbaine? C'est un problème de mixité sociale, un problème de concentration, de pauvreté et de paupérisation, et aussi des problèmes de qualité de logement. Il faut regarder. Là, on vous montrait, dans le film, il y avait plusieurs espaces pavillonnaires qui étaient... très souvent d'ailleurs, hein, il faut le savoir,
des pavillons vendus avec les formules des prépasses, c'est-à-dire les prêts d'action sociale. Et maintenant, évidemment, ces maisons qui ont été pour certaines revendues 3-4 fois et qui sont revendues sur le marché classique et qui restent sur des prix quand même assez abordables. On a une mixité dans le pavillonnaire. Il faut qu'on arrive aussi aujourd'hui à créer des typologies de logements qui répondent aux besoins des familles d'aujourd'hui et à la nécessité de multiplication des logements, parce qu'il y a quand même aussi beaucoup de séparation. Et là où pour une famille, vous aviez besoin d'un logement, aujourd'hui, vous en avez besoin de 2. Le fameux problème de décohabitation. Oui, parce que les parents ne vont pas forcément... On reviendra là-dessus, Marilyn Pichy, je voulais bien, parce que je voudrais qu'on parle du projet En Rue sur Savigny, auquel vous êtes très attaché, qui incarne, à mon avis, très bien votre démarche. Annabelle Testo, j'aimerais que vous nous rappeliez un petit peu la mission de la DT 91. Vous avez un micro ici, regardez, un micro pour vous. Vous avez la possibilité. Vous pouvez prendre votre micro aussi, Vincent. Vous avez un micro qui est à disposition. J'aimerais que vous me rappeliez en quelques mots la mission que vous avez, vous, dans votre activité, et en quoi, finalement, de votre point de vue, vous êtes aussi, j'allais pas dire, quelqu'un qui veille à l'application de la bonne démarche, j'allais dire politique, puisqu'on a rappelé tout à l'heure quand même que tout est politique dans la vision de l'aménagement, il faut être très clair là-dessus, et qu'on a finalement 2 leviers. On a une administration centrale, un État qui, finalement, si on écoute le préfet Horry, est très volontariste, finalement, dans cette réflexion. Malgré, parfois, des maires qui se posent véritablement des questions. Ce que vous dites, Marilyn Pichy, sur l'attribution de logement est une question fondamentale que se posent aujourd'hui les maires. Rappelez-nous un petit peu le rôle que vous avez et en quoi, finalement, pour compléter finalement cette réflexion, en quoi, vous, de votre point de vue, comment vous aborderiez vis-à-vis de l'élu local les défis finalement urbains auxquels il doit faire face au quotidien? On est plus dans le domaine de la réflexion, bien évidemment. Alors, effectivement, je vais parler peut-être pas pour l'ensemble des problématiques et sujets qui sont traités par l'ensemble des services de l'État, parce qu'on est assez nombreux en fait, c'est assez complexe. Pour ma part, au sein de la DDT, dans notre activité au sein de mon service, alors j'ai lu les parties agricoles qui sont traitées aussi au sein de la DDT, les sujets en termes d'attribution de logement et de construction de logement social notamment sont aussi traités au sein de la DDT. Pour ma part, dans mon service qui traite plutôt d'aménagement et d'urbanisme, on va s'attacher principalement à 2 sujets en fait. On va avoir un premier rôle qui est le rôle qu'on a sur tous les territoires, qu'ils soient, tous les territoires à l'échelle de notre département, qui est de s'assurer que le cadre légal, réglementaire et les grandes orientations de l'État, les politiques publiques sont bien mises en œuvre par les collectivités qui portent leurs projets. Donc c'est vraiment l'État après décentralisation. On s'assure de la conformité, de la compatibilité avec le cadre, de la cohérence dans lequel les collectivités mènent leurs projets. Et en opération d'intérêt national, c'est vrai qu'on a un rôle qui est un peu différent, un peu plus appuyé, puisqu'on participe avec les autres services à définir les grandes orientations de l'État, que l'État met en place dans ces opérations, ces secteurs, ces territoires, où l'État a décidé d'un projet particulier, d'un projet hors norme, d'un projet qui, à l'origine, dépassait la simple volonté des collectivités. Pour le cas de Sénart, le projet de la ville nouvelle de l'époque, il y avait on va dire un objectif, une vocation de construire une ville qui permette, en la maîtrisant, en construisant une ville complète à cet endroit-là, qui permette aussi de maîtriser et limiter, par exemple, l'étalement urbain par ailleurs anarchique qui aurait pu se développer ailleurs. Donc il y a eu des choix qui ont été faits. Donc, il s'agit aujourd'hui non plus de décider d'un nouveau projet complet. Depuis 50 ans, effectivement, il y a eu quelques actes de décentralisation et les collectivités prennent plus en main le projet de territoire qu'ils veulent mettre en œuvre sur leur territoire. Mais l'État doit veiller à ce que ces grands objectifs et ces grandes orientations soient toujours inclus et pris en compte dans ces projets qui sont menés par les collectivités. Voilà, avec l'aide d'un outil
qui est l'établissement public d'aménagement. Donc on a à cœur d'accompagner et de suivre, voilà, et de soutenir dans son action quotidienne. Vous avez évoqué la notion de lutter contre l'étalement urbain. Il y a beaucoup de professionnels ici, privés, publics, qui interviennent sur le sujet. On a évoqué le zéro artificialisation net qui maîtrise l'étalement urbain. Parce que c'est très intéressant parce que souvent, quand on parle de zéro artificialisation net, on retient que le zéro. Mais en fait, on artificialise, mais de façon plus maîtrisée. C'est intéressant comme finalement ce discours cet outil, finalement, cette application qui est maintenant une donne que tout le monde a intégrée, a été prise comme une injonction normative. Puis il faut dire la vérité, les promoteurs, les aménageurs, la construction de la fabrique de la ville a subi des inflations normatives sans précédent dans les 15 dernières années. C'est assez phénoménal. Il faut vraiment être très fort et avoir une intelligence collective pour pouvoir appréhender toutes ces normes. Comment, selon vous, on peut finalement faire de ce ZAN, qui apparaît comme une contrainte, un véritable outil de changement et finalement de rebondir sur le sujet? Une question que je poserai à Vincent, parce qu'on en a beaucoup parlé, on a échangé sur le sujet, mais aussi avec Magali, que vous avez la particularité d'être finalement les faiseurs, les opérateurs, les mises en note de cette pensée du territoire. Voilà, quel est le retour que vous avez finalement des élus locaux que vous accompagnez et comment finalement on peut essayer de redéfinir à travers cette injonction ou plutôt cette orientation la possibilité de maîtriser l'étalement urbain. Quand on prend le nombre d'autorisations d'urbanisme, de permis de construire, qu'on les compare sur les 40 dernières années, depuis 1982, à périmètre constant, elles n'ont pas trop évolué en volume. Sauf qu'en 1982, il y avait 54 millions d'habitants, il y en a pratiquement 70 aujourd'hui, il y a 17 millions d'habitants supplémentaires. La question, c'est comment on fait quand même pour loger les Français, quoi. Oh, bon. On peut continuer. Oui. Alors, il faut juste se rappeler, c'est intéressant cet anniversaire, puisque vous l'avez déjà dit, on regarde les 50 ans avant et puis on commence à se projeter vers la suite. On est à un moment charnière, on a un moment de transition. Je pense que la transition, tout le monde l'a en tête. Et l'objectif du zéro artificialisation net, j'aime bien rappeler aussi d'où il vient. Il vient d'une des mesures des concertations citoyennes, j'ai oublié le nom, mais c'est pas grave. Vous m'avez tous suivi, qui date de 2018-2019. Voilà, conférence citoyenne pour le climat. Issue de la Convention citoyenne. Voilà, issue de la Convention citoyenne. Ça n'est pas directement une injonction de l'État, pour une fois. C'est bien, on va dire, une prise de conscience collective, d'un collectif de citoyens qui a fait cette proposition de dire aujourd'hui, pour que la Terre soit vivable, on a tous conscience que nos ressources sont limitées. Il faut donc continuer à évoluer, il faut continuer à vivre, il faut continuer à se loger, il faut continuer à travailler, il faut continuer, etc. Mais en prenant en compte ce fait que nos ressources sont limitées. Et la Terre aussi, qu'on a à notre disposition, est limitée. Donc, on n'a plus le choix. Enfin, je crois que l'origine, c'est ça. Après, on n'a plus le choix, mais on va prendre le temps de réfléchir de quelle manière on va le décliner sur le territoire, de manière adaptée à chaque ville, à chaque histoire, à chaque endroit. On ne va pas l'appliquer de la même manière à Brive-la-Gaillarde, à Lille et à Sénart. C'est très important ce que vous dites. Vous me l'aviez dit quand on a préparé. Vous m'aviez dit, pour casser un peu les idées reçues et les clichés, c'est qu'effectivement, vous l'appliquez spécifiquement dans chaque territoire en tenant compte de la spécificité de chaque territoire. C'est important de le rappeler. Tout à fait, en tenant compte de l'état des lieux, en tenant compte de l'historique de l'urbanisation, en tenant compte des objectifs, et notamment en Ile-de-France, on ne peut que tenir compte des objectifs de production de logements qui sont vraiment très importants, c'est un sujet qui est primordial.
et en fonction des projets aussi qui existent ou pas, ou des dynamiques sur les territoires. Donc c'est quelque chose qui va être décliné. Alors aujourd'hui, je parle de la Convention citoyenne qui était 2018 ou 2019. Aujourd'hui, en 2023, toutes les règles de mise en application ne sont pas encore définies. On attend notamment le schéma directeur de la région Île-de-France qui va quand même nous aider à y voir un peu plus clair. Et le zéro artificialisation nette, c'est à partir de 2050 où là, on fait en sorte de rester dans l'enveloppe, dans une enveloppe qui sera celle-là pour éviter de continuer à consommer des terres agricoles ou naturelles. Donc ça, c'était je crois que c'est un point assez important. Et de ce fait, il faut qu'on trouve une nouvelle manière de faire. Il faut qu'on trouve comment continuer à produire du logement, à produire de la ville, à produire plus d'intensité pour rester dans cette enveloppe-là. Donc ça va passer par certainement des formes urbaines, par des innovations architecturales. Ça passe aussi par de la hauteur, densifier, intensifier en hauteur. On va poser la question ensuite. Je pense que les architectes, les paysagistes ont beaucoup d'idées. Il va falloir innover. Vous partagez bien l'idée qu'il y a de plus en plus de monde en demande on va de devoir logement. construire. Marine Pichery a rappelé quand même qu'on a des populations qui n'ont plus les moyens de se loger correctement sur Paris, la première et la deuxième couronne, et qu'il faut aussi se méfier des gentrifications, parce que la gentrification peut fonctionner à deux niveaux. On peut gentrifier des personnes qui ont d'énormes moyens, comme on peut parfois venir concentrer des populations qui viennent habiter très très loin, et surtout très loin de leur emploi, quoi. Vous comprenez cet impératif urbain qui est important aujourd'hui. Tout à fait. Donc il faut trouver une nouvelle manière de faire aujourd'hui de la ville mixte, fonctionnement, socialement, qui soit durable, qui soit vivable, qui soit attirante, désirable, comme on dit souvent, et essayer de limiter les besoins en infrastructure, donc rapprocher les gens de leur lieu de travail, limiter les déplacements, etc. Donc, merci pour cette intervention. On va revenir là-dessus. Magali, on en a parlé quand on a préparé. Alors j'aimerais que vous parliez de ces deux notions, parce que vous avez fait un développement qui est extrêmement intéressant, et je vous avoue que vous êtes la première architecte que j'interviewe finalement, qui est partie sur ces deux credos, atténuation et adaptation. J'aimerais que vous nous le développiez, parce que cette idée est extrêmement intéressante, parce qu'en tant qu'architecte urbaniste, finalement, vous êtes en train, quelque part, de déconstruire les idées reçues. Pour un architecte, c'est plutôt pas mal, et d'essayer de redéfinir une nouvelle forme. Clairement, le choix, on ne l'a pas, mais quand je vous ai écouté pour la préparation de cette table ronde, je n'ai pas entendu quelqu'un qui me dit on n'a pas le choix. J'ai entendu quelqu'un qui me dit finalement cette contrainte, c'est presque une opportunité, parce qu'elle va nous pousser à nous, les opérateurs, à changer notre façon de travailler, et que c'est peut-être, et d'ailleurs c'est le lieu commun de toute l'humanité, dans toute son évolution, cette résistance au changement, cette période d'incertitude. Michel Bisson a parlé d'incertitude tout à l'heure. Ça rend un peu schizophrène les populations. Et finalement, vous avez un rôle clé, que je trouve ça plutôt pas mal, que les architectes retrouvent aujourd'hui, en ce moment, leur position, qu'ils avaient peut-être un peu perdue, une position centrale de réflexion, pour la mise en musique, finalement, de ce à quoi va ressembler la ville de demain. C'est à vous. Oui, je ne vais pas forcément rebondir sur le rôle des architectes, mais peut-être sur le départ, la question, les 50 ans de ce territoire. C'est vrai que nous, on a eu la chance de rencontrer ce territoire dans les suites de la IGP, et on s'occupait de regarder le territoire de loin. Et effectivement, ce qui m'a frappé à l'époque, c'était proximité et rayonnement. Rural et ville, tout à la fois sur ce territoire, c'est fascinant. C'est une ville. C'est une ville habitée par des urbains, mais dans un cadre complètement exceptionnel. La deuxième fois que je suis revenue sur ce territoire, c'était quand on a rencontré la commune, les élus, Saint-Pierre-du-Perret. Et là, on est rentré plus charnellement dans le territoire, on l'a arpenté, on l'a visité. Et là, je me suis dit, et j'ai tanné Olivier Guilbault et Alexandre Maïkovski en leur disant, mais c'est incroyable, il faut publier sur ce territoire, il faut le mettre en avant. Vous êtes tellement en avance, c'est hallucinant. Je vais m'expliquer. Et vous avez un potentiel incroyable pour penser la ville de demain. Pourquoi ? Parce qu'au fond, quels sont les prismes avec lesquels on regarde la ville de demain ? Et je vais développer, c'est ces deux thématiques que vous avez évoquées, adaptation, atténuation. On est toujours dans des cycles réglementaires, donc là,
on en a eu pour 2 ans, on vient de le mettre en place, l'ARE 2020, donc on est tous, est-ce qu'on va y arriver, est-ce qu'on ne va pas y arriver? Donc on était focus cycle du carbone. Et en même temps, sur le territoire sur lequel on est, il y a un focus dont on s'est occupé depuis le début, qui est le cycle de l'eau. Et je trouve intéressant de se rendre compte que les enjeux auxquels on est confronté aujourd'hui, c'est ces 2 enjeux-là, le cycle du carbone et le cycle de l'eau, l'atténuation et l'adaptation. Il faut, oui, comme dit Alexandre Maïkovski, se donner à fond dans la mer des batailles, qui est celle du carbone. Comment est-ce qu'on décarbone nos villes? Comment est-ce qu'on décarbone nos infrastructures? Comment est-ce qu'on décarbone le bâtiment? Et on y reviendra. Et bien sûr, il faut mettre notre pierre à l'édifice le plus possible. Et on a de la chance sur le bâtiment, la réglementation, ça fait 20 ans qu'elle se construit et elle y arrive. Et sur le neuf, on n'est quand même vraiment pas mauvais. Et puis, même si on met notre pierre à l'édifice, il fait de plus en plus chaud en été, on a des épisodes de plus en plus violents, il faut s'adapter. Et c'est pour ça que l'enjeu aujourd'hui, ce n'est pas de cranter uniquement sur le carbone, c'est de cranter sur le carbone tout en construisant l'excellence résidentielle. L'excellence résidentielle, c'est la capacité à habiter sur un territoire, quel que soit, disons, le climat qui l'accueille. J'étais à Lyon l'autre jour, c'est vrai que les pauvres, ils n'ont pas de chance, hein. C'est plus 4 degrés, c'est plus 40 nuits de canicule, ça veut dire que quand on est dans une tendance démographique lourde qui est au vieillissement, plus de 65 ans, 3 nuits de canicule, vous n'avez pas la clim, vous êtes à l'hôpital. Hein. Donc à un moment donné, ça pose quand même des vrais problèmes de santé publique. Donc s'adapter, c'est penser du logement bioclimatique et c'est imaginer ce qu'on a appelé à l'agence des inverseurs locaux de climat. C'est comment est-ce qu'on fait en sorte que localement, le territoire, on puisse le vivre et qu'il y fasse moins chaud. Et pour ça, le cycle de l'eau aide à répondre à ça. Le cycle de l'eau, c'est quoi? On sait que 50% des précipitations sur un territoire donné sont liées à l'évapotranspiration. Le rôle clé des forêts est important. Et à Sénart, 50 ans de préaménagement, 50 ans de gestion du cycle de l'eau. On est vraiment au top et en avance. Absolument. Il n'empêche que stress hydrique, migration assistée des essences nécessaires. On a des forêts, mais elles ne sont pas en bonne santé. On a, ok, de l'agriculture, c'est chouette, mais enfin, on regarde les thermographies d'été de la Pure. Je suis désolée, les zones rouges, c'est un peu les parkings, c'est beaucoup les zones agricoles. Donc, à un moment donné, c'est bien de ne pas artificialiser. C'est mieux de faire en sorte de s'adapter, de faire en sorte que le rouge devienne orange, vert et idéalement bleu. Donc, adaptation, atténuation. J'ai trouvé génial le petit film de tout à l'heure, parce que quand on parle d'adaptation et donc du cycle du carbone, on regarde la ville, on se dit, qu'est-ce qui fait le carbone dans un quartier qu'on fait? Il y avait une étude un peu chouette faite par EDF il y a longtemps, qui montrait qu'en gros, vous prenez un quartier des années 60, un quartier des années 90, un quartier des années 2020, et vous analysez le poids carbone de ce quartier. Eh bien, dans les années 60, c'était un tiers mobilité, un tiers bâtiment, un tiers énergie grise, le poids carbone du quartier. Et on se rend compte que dans les années 90, c'est pareil, sauf le tiers du bâtiment a diminué. Et dans les années 2010, c'est pareil, et le tiers du bâtiment neuf a énormément diminué. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ça fait 30 ans, et on le voit, dans les années 85, ils disaient « oui, on va faire des maisons qui dépensent moins d'énergie ». On a 1000 paquets sur le bâti neuf. Bon, le bâti existant, il reste toujours aussi carboné au sens où il dépense toujours autant d'énergie. Et sur la mobilité, rien. Nada, que dalle, on dépense toujours autant de carbone. Un quartier, une ville dépense toujours autant de carbone. Et pourtant, la réponse, elle est dans le film. Vous avez une ville archipel, je reviens de Rennes ce matin, c'est exactement la même thématique. Vous avez une ville hollandaise. Vous avez un territoire qui fait 20 km par 20 km au max. Vous avez la capacité de le parcourir en vélo. Vous avez les infrastructures qui sont là, concrètement. C'est tout pré-planté, c'est-à-dire il fait chaud, vous pouvez suivre des allées dans tous les sens. Il faut 3 mini-infrastructures de franchissement, de la francilienne, 2-3 carrefours adaptés, des aménagements, un petit peu de peinture. Mais je veux dire, il faut équiper les ménages, leur offrir des vélos électriques, etc. Mais quand on analyse ce qui fait les changements de mobilité à grande échelle, c'est la boucle domicile-travail, quoi. Si on arrive en articulant emploi et logement et rabattement sur le RER qui arrivait tard, mais enfin en 96, mais enfin il est là. Ça impose de créer ce qu'on appelle des nouvelles centralités. Voilà, mais ce que je veux dire, c'est comment est-ce qu'on agit en profondeur sur le cycle du carbone. À mon avis, on a fait le job, mais on y reviendra sur le logement neuf et on peut favoriser, et c'est chouette, il y a plein de trucs à faire. Sur la mobilité,
potentiel de la ville du vélo incroyable. Vous êtes un des seuls territoires en France qui est en capacité, grâce à la structure des 50 ans que vous avez, de passer de 1, 2, 3 points de vélo à x2, x3. La plupart des territoires, ils luttent pour avoir 1 ou 2 points de plus. Vous avez cette capacité hallucinante à faire un énorme changement en très peu. 2 mots juste sur l'habitat. Donc oui, le cycle du carbone, le 9. On a des opérateurs qui nous disent « Oh là là, inflation réglementaire, on ne peut plus construire. En plus, on nous demande de construire bas carbone, c'est impossible. » Oui, ben nous, en tant qu'urbanistes, on peut aider. On peut aider parce que dans cette inflation réglementaire, on a l'habitude un petit peu de jouer avec. Et c'est chouette, c'est facile. Et donc, il y a des petites astuces. Rester en deuxième famille, ça permet de faire du bio et du géosourcé. Vous disiez, est-ce qu'il faut monter plus haut? Ben, je ne sais pas, peut-être pas, justement. Peut-être qu'il faut rester en R+2+ attique et favoriser la capacité à construire en bois et en terre. Mais peut-être que, pour avoir une densité plus élevée, il faut faire moins de maisons. Et peut-être que ce n'est pas grave, parce que peut-être qu'ici, on est dans la France de Pompidou. 77% des Français habitent en maison individuelle. Ici, c'est peut-être encore plus. Donc, le seul truc qu'il faut faire... Ça reste d'ailleurs le choix préféré des Français. Absolument, et il n'y a pas de problème. Mais quand est-ce qu'on a vraiment besoin d'une maison individuelle? Vous le disiez, pour avoir une chambre pour chaque enfant. Eh bien, c'est quand on a des enfants. On a des enfants quoi? Pendant 15, 18 ans? Si on divorce pas avant, statistiquement, on divorce au CM1, je crois, du deuxième. Mais bon, admettons. Donc, voilà, on a besoin d'une maison pendant un certain temps. Mais tout le reste du temps, avant on est seul, après on est seul. Donc, l'enjeu, c'est remettre en mouvement le parc de logement. On travaille à Saint-Dizier en ce moment. Et dans le centre-ville, on s'est rendu compte qu'il y avait 400 maisons dont les propriétaires avaient plus de 65 ans. C'est un territoire qui n'a rien à voir avec le vôtre, mais bref, on ne peut pas y construire, c'est difficile. Mais les gens, surtout les femmes dont le mari est mort, parce que, bon, voilà, statistiquement c'est ça, elles ne rêvent que d'une chose. Elles veulent un grand étroit avec la terrasse au pied des commerces et ne plus avoir à tondre la pelouse, etc. Donc, et on travaille différemment. Avant, on vendait des logements à des banques, du produit fiscal, du Pinel. Bon, maintenant, on vend, c'est chouette cette crise, des logements à des gens. Donc, du coup, oui, et si on allait... Je ne suis pas sûr que ce soit chouette pour tout le monde. Mais non, mais je veux dire, moi je trouve que cette crise, elle est chouette parce qu'elle est dure et tout, mais elle nous permet de renouveler un certain nombre de pratiques. Et si, à l'échelle d'un territoire aussi vaste, on repérait, vous disiez, il y a des maisons qui sont les parcours qui sont vendues 3 ces acteurs-là, on leur proposait d'aller habiter dans le logement qu'ils souhaitent. On remettait à disposition des maisons pour des jeunes ménages. Enfin, voilà. Donc, la densité, ce n'est pas forcément plus haut. Les idées sont là. Vincent, quand on a préparé cette table ronde, on m'avait dit au téléphone, j'ai bien aimé, vous avez décidément, vous avez tous l'idée de la punchline, vous avez dit qu'il faut remasteriser la façon de faire. Remasteriser, c'est-à-dire qu'en fait, c'est encore une fois déconstruire cette façon de travailler et de dire que le changement de méthode, finalement, va imposer une nouvelle façon d'opérer. Moi, la question que j'ai envie de vous poser en complément, c'est d'un point de vue plutôt pratique. Moi, j'aime beaucoup votre approche. Elle est pertinente parce que l'adaptation, j'allais dire, elle est quasi irréversible. Aujourd'hui, le stockage de CO2 qu'on a dans l'atmosphère, vous savez, qui aujourd'hui dérègle le climat, c'est un stockage de CO2 qui est lié à ce qui s'est produit au 19e siècle, puisque la durée de vie du stock de CO2 va entre 100 et 1500 ans. Donc, quand Marilyn, tout à l'heure, vous parliez aussi des générations futures, de ceux on est issu des personnes qui ont pris ce risque pionnier de s'installer dans ces villes nouvelles, on y a pris racine, mais on doit aussi penser l'environnement pour les 50, 100 années qui viennent, parce que là, actuellement, ce qu'on paye avec le dérèglement climatique, ce n'est pas la production de carbone que nous émettons, c'est la production de carbone qui a été stockée tout le long de la révolution industrielle. Comment on peut réellement remasteriser? Quels outils nous avons ici en France, dans ce pays qui finalement a une vraie singularité? Parce que je rappelle quand même que c'est la France qui a inventé le droit de propriété en tant que tel, et que ce n'est pas toujours évident de convaincre des personnes qui sont propriétaires de leur maison, de dire que voilà, vous pourriez penser par exemple, à la quitter, ou alors à restreindre un peu votre espace, ou ne serait-ce que par exemple à rajouter un niveau supplémentaire. Vincent. Alors d'abord, peut-être juste, je vais tenter en intro de... Je suis complètement d'accord avec ce que vient de dire Magali et je partage complètement qu'aujourd'hui, on est dans un temps où beaucoup d'incertitudes se présentent à nous, beaucoup d'éléments qu'on n'avait pas vus, qu'on n'avait pas compris,
Et aujourd'hui, l'urbanisme, c'est un peu l'art de l'incertitude. C'est-à-dire qu'il faut, à chaque fois, comme Magali vient de le dire, trouver des nouvelles solutions. Mais ce territoire, Magali vous l'a dit, il est extrêmement intéressant. 20 km sur 20, vous avez des archipels où vous avez su inverser le regard dès sa création. La nature n'était pas une variable d'ajustement. Vous avez fait avec et vous l'avez conçu avec. Et aujourd'hui, le bébé, il a 50 ans, il commence à marcher par rapport à une ville de 50 ans finalement extrêmement jeune. Elle commence à marcher, cette ville, et c'est là où maintenant il faut ajuster. Et pour ajuster, il faut aussi derrière apporter finalement tout ce qu'elle n'a pas. Madame la Présidente, vous l'avez dit, je pense qu'aujourd'hui, sur ces 20 km sur 20, les gens, ils ont envie de retrouver, ils ont envie de trouver ce qu'ils ne trouvent pas aujourd'hui, ce qu'ils vont chercher loin. Donc il faut rentrer dans aussi un temps, et l'époque nous y amène, à plus de sobriété, à faire des déplacements qui sont à moins loin. Finalement, je voyais les chevaux, je parlais d'hypomobilité. Magali parle de vélo. L'idée, c'est de faire rentrer ce territoire pour ces 50 prochaines années dans un rythme plus lent, plus resserré, et se concentrer à venir amener ce qu'il n'a pas pour que les gens aient envie d'y être. Et c'est ce que vous appelez, quand le bébé commence à marcher, il part un peu dans tous les sens. C'est là où il faut être exigeant, c'est là où on lui apprend des règles, c'est là où on lui apporte aussi un certain nombre de valeurs. Alors là, ce qui est, moi je trouve formidable, c'est qu'on arrive au moment où justement il y a cette fameuse loi qui est le ZAN qui arrive. Et c'est vrai que nous, on le perçoit comme une chance inouïe. Il y a deux raisons à ça. C'est que le ZAN oblige à regarder ce qu'on a fait avant. C'est-à-dire qu'au lieu de continuer à s'étaler, continuer à construire devant, ça oblige à se retourner et se dire, mais au fait, finalement, la ville que j'ai, qu'est-ce qu'elle est, comment elle est constituée, et comment derrière, je vais faire avec celle-ci, et je vais réutiliser celle-ci au regard des franges qui me restent encore à construire. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que on va collectivement, partout en France, regarder les lisières et dans celles-ci se dire les terres qui me restent à consommer, pour qui et pour comment je vais les utiliser et comment je vais les léguer aux générations futures, dans quelle temporalité. Et donc, le sujet n'est pas le ZAN en tant que tel, c'est l'atterrissage. C'est-à-dire on rentre dans une période de 10, 20, 30 ans dans lequel on a la responsabilité, le devoir de réfléchir avec ce qu'on a et avec ce qu'on a encore à urbaniser. Donc nous, on le voit comme quelque chose de très positif. Et quand vous commencez à faire cet exercice, en effet, le but, c'est pas de monter en hauteur. C'est ce que vient de dire Magali. Le but, c'est de travailler avec de la compacité, faire des choses qui soient plus compactes. C'est pas forcément dense. C'est aussi de travailler peut-être des choses qui vont utiliser tous ces... Par exemple? Tout simplement, aujourd'hui, on a peut-être beaucoup, dans les planifications urbaines, travaillé par des jeux de sectorisation, des parkings, puis derrière des zones de stockage, puis ainsi de suite. Et quand vous regardez finement tous les espaces autour des constructions, vous avez énormément d'espaces disponibles qu'on peut mutualiser. On peut les mutualiser, et vous êtes ici dans un territoire qui a une chance énorme. Le président l'a rappelé, il n'y a pas eu de grande erreur. Il n'y a pas eu des dalles, il n'y a pas eu des grandes urbanisations qui sont complètement figées et qui ne sont pas modifiables. Vous avez un territoire qui est malléable, qui n'est pas encore terminé, et qui a une capacité, parce qu'on a la chance et on hérite dans ce pays d'ingénieurs qui finalement nous ont laissé plein d'infrastructures dans tous les sens, des 2x2 voies, des échangeurs et j'en passe, grâce aux grands services de l'État. Et donc, ce qui nous semble important, c'est que dans ce dispositif-là, quand vous avez 2x2 voies, vous avez la réponse déjà à installer la fameuse piste cyclable que Magali évoquait. Vous avez la possibilité de pouvoir aussi réorganiser, de désimperméabiliser, ainsi de suite. Donc ça veut dire qu'il va falloir porter une attention extrêmement fine sur tous ces espaces qui sont là et qui sont en fait finalement le foncier invisible dans lequel va se construire les 50 prochaines années de la ville.
On a pris un peu de retard sur le timing, donc je voudrais qu'on fasse un dernier tour de table, et effectivement c'est un sujet qu'il nous faut aborder. Marilyn Pichery, quand vous entendez finalement les opérateurs de vous dire que le ZAN est une opportunité, qu'il faudra finalement quelque part, entre guillemets, désapprendre à vivre peut-être dans des maisons individuelles avec cette notion d'espace qu'on doit nécessairement partager, quand on est un élu local et qu'on a une mandature qui est limitée finalement dans le temps, même si on se représente aux élections, et qu'on se dit qu'on a une vision à 30, 40, 50, 100 ans, elle n'est pas forcément compatible avec le cycle décisionnel des personnes qui successivement porteront des politiques, etc. D'un point de vue politique, vous, de votre côté, comment vous le vivez? Est-ce que ça vous paraît faisable, réaliste, qu'on puisse mener des chantiers sur lesquels peut-être que vous ne verrez pas l'issue, qu'on verra peut-être tous ici présents pas l'issue, et qu'on doit quand même porter cette vision politique malgré le fait que d'autres personnes vous succéderont et essaieront de mettre en place ces défis auxquels la ville doit s'attendre? D'abord, c'est le principe de la démocratie. Mais un élu local qui n'aurait pas de vision n'est pas un bon élu local. Si un élu local se projette simplement dans les 6 ans du mandat, bon, sur Sénart, il faut dire que c'est un peu plus de 6 ans quand même, généralement, enfin globalement. Mais en fait, un élu local doit se projeter dans l'après. Un maire, par exemple, qui va travailler sur un projet doit imaginer que ce projet doit avoir une vision pour sa ville. Si on n'a pas de vision, moi je pense qu'on ne va pas emmener notre ville vers son avenir. Pareil pour un territoire. Donc le ZAN, est-ce que c'est une opportunité ou pas? Moi je pense que oui, je suis d'accord avec madame. Je pense que les crises, elles nous obligent à travailler, à réfléchir différemment. C'est-à-dire que quand on n'est pas en crise et que quand tout va bien, quand l'argent tombe à flot, c'était le début des villes nouvelles, on nous construit des gymnases partout, on fait plein d'équipements publics dans tous les coins. Et quand vous parlez de mutualiser, c'est la question dont on parle aujourd'hui. Oui, moi je pense qu'il faut mutualiser. Il faut mutualiser et ça va nous obliger à le faire. Et ça va nous obliger aussi à réfléchir autrement l'habitat. Donc le ZAN est une opportunité, c'est aussi une opportunité qui va permettre de protéger un certain nombre de terrains et de territoires, premièrement. Et deuxièmement, ça nous oblige à réfléchir autrement l'habitat, c'est ce que disait madame. Moi, je pense qu'il faut réfléchir autrement l'habitat, vous avez raison. On a aujourd'hui des personnes seules qui sont dans des grandes maisons qui font 120 mètres ou 150 mètres carrés, qu'elles n'arrivent pas à entretenir et qu'elles souhaitent souvent vendre aussi. Parce que la deuxième question, les filles qui se coulent des 50 ans de la ville nouvelle, c'est maintenant le pavillonnaire qui commence à souffrir de l'obsolescence de la vieillesse et aussi des problèmes d'énergie. Parce qu'il est vrai que des maisons qui ont été construites il y a 50 ans ne captent pas de la même façon les énergies dont on a besoin aujourd'hui et sont plutôt énergivores quand même. C'est le problème aussi de tous les établissements publics sur la ville nouvelle, nos équipements publics sur la ville nouvelle, c'est le problème. Un certain nombre d'équipements publics sur la ville nouvelle qui ont été construits dans les années 70, 80, 90 et qui sont de facto énergivores et qui vont coûter énormément cher aux collectivités pour être remis au goût du jour en termes d'économie d'énergie. C'est une réalité. Mais je voudrais revenir sur quelque chose aussi. Moi, je pense que c'est une opportunité. De toute façon, il faut toujours tout transformer en opportunité. Baisser les bras et se dire que de toute façon, ça va être compliqué, ça va être difficile, c'est sûr, on peut faire ça, mais enfin, on n'avancera pas. Et moi, je pense que ce n'est pas le rôle d'un élu local. Un élu local, il doit porter. Il y a des lois qui arrivent, on peut être pour, on peut être contre. Oui, ça ne vous empêche pas d'avoir une opinion. Ça n'empêche pas d'avoir une opinion, mais enfin, une fois que la loi est là, il faut trouver comment l'appliquer le mieux possible. Et comment en faire une opportunité. Je voudrais quand même dire sur le fait que structurellement, il n'y a pas eu d'erreur sur Sénart, c'est vrai. Il y a quand même eu des erreurs dans certains quartiers. Sinon, il n'y aurait pas de rénovation urbaine. Il n'y aurait pas de rénovation urbaine. Et il n'y a quand même peut-être pas des grandes dalles, mais il y a quand même des petites dalles dans certaines villes sur lesquelles il faut revenir. Par exemple, moi, le centre-ville de Sévigny, c'est 72% de logements sociaux. Alors, évidemment, le logement social des années 80-90 n'était pas, de manière sociétale, le même qu'aujourd'hui. Mais aujourd'hui, il est en souffrance et il y a
des reprises à faire, de manière à ce que nous nous portions bien vers les 50 ans. C'est ce que disait Madame. Il y a quand même, sinon il n'y aurait pas de cette rénovation urbaine. Ce sont des plus petits programmes de rénovation urbaine, et c'est là où on peut dire structurellement il n'y a pas eu d'erreur, parce que ce sont des plus petits programmes de rénovation urbaine, mais de fait ils sont là. De fait, ils sont là, il faut y travailler. Il y a des dalles, quand même, pas beaucoup moins importantes que dans certaines villes, mais qui sont aujourd'hui génératrices de délinquance et de difficultés de vivre au quotidien. Et ça, nous devons y travailler. Mais c'est vrai que globalement, les villes sont plutôt équilibrées. C'est réel. Sont plutôt équilibrées en termes d'habitat. Et ce à quoi on doit veiller dans les 50 ans à venir, c'est la proposition. Et j'aime beaucoup ce qui a été proposé, c'est l'idée de un peu, je ne sais pas si on peut dire ça, mais ça serait presque de recycler l'habitat pour le travailler vers l'avenir. Ça, je trouve que c'est plutôt intéressant. Parce qu'effectivement, je suis d'accord avec Madame. En fait, on veut une maison quand on a des enfants, mais je suis d'accord avec elle. On a des enfants pendant 15-20 ans, après ils s'en vont, et les enfants, que vous ayez une maison ou pas une maison, ils n'ont strictement rien à faire, parce qu'ils font leur vie, ils ont raison, et peut-être ils auront une maison ou pas une maison. D'ailleurs, les générations d'aujourd'hui, pas sûres qu'ils veulent une maison, pas sûres les nouvelles générations, pas tous. Et donc, en fait, ça, c'est quelque chose c'est une chose à laquelle on doit réfléchir, parce que c'est ce dont je parlais dans mon introduction, il y a plusieurs cycles de vie. Il y a le cycle de vie, on est marié, on a des enfants, si tout se passe bien, on reste marié avec les enfants, ou on a besoin de 2 habitats, et là, c'est pas toujours un pavillon, c'est plutôt 2 appartements, et puis, ou en tout cas des maisons de ville, enfin, ce qui correspond aussi à un moment, si je puis dire, au panier possible pour acheter ou pour louer. Et donc après, on a les enfants s'en vont, souvent on trouve que c'est trop grand, on veut plus petit, parce qu'il y a l'entretien, parce que voilà, on a envie de faire autre chose de sa vie. Et c'est ce à quoi doit coller l'habitat. C'est-à-dire l'habitat, il doit coller au cycle de la vie et au parcours de vie, les parcours qui sont divisés en cycles. Et c'est ça, à mon avis, l'avenir de Sénart demain et l'avenir du territoire de Sénart demain, c'est de réfléchir autrement l'habitat, avec évidemment le potentiel qui est le sien aujourd'hui, d'espaces verts, qui est extrêmement important, qu'il faut préserver. Et puis le développement des transports collectifs. Tout à l'heure, Monsieur le Préfet parlait du TZN, le TZN 2. TZN 2, structurellement, il n'a pas toujours été bien compris par les habitants, parce que honnêtement, les habitants, ils ont eu peur, et c'est logique. Il n'a pas été très bien compris par les habitants au départ, mais maintenant qu'on a les voies qui sont faites notamment, d'abord, ça restructure complètement une ville. Et puis maintenant qu'on a les voies qui sont faites, on s'aperçoit que les gens qui prennent le bus actuellement, parce que le TZN n'est pas encore dessus, donc pour le moment c'est les bus classiques qui l'empruntent, ils s'aperçoivent de l'intérêt d'aller rapidement d'un point à un autre et de rejoindre le TZN 2 et d'aller jusqu'à la gare de Melun, dont on n'espère pas trop longtemps. Et donc en fait finalement, on voit bien que c'est un territoire qui est en mutation. À la fin de ses 50 ans, ses premiers 50 ans, il arrive en mutation. C'est comment on va apprivoiser l'évolution sociétale aujourd'hui pour que les 50 ans à venir soient réussis. Merci Marie-Hélène. Je vais vous demander à chacun, si vous voulez bien, de prendre 1 minute pour faire la conclusion, parce qu'on a un petit problème de timing, et on fera une petite pause, si vous voulez bien, mesdames et messieurs, d'un petit quart d'heure au lieu d'une demi-heure qui était prévue initialement. On a eu un petit décalage, c'est pas grave, on va s'adapter. Vincent, si on devait, voilà, comme ça, en 2 minutes, définir un petit peu le cadre. Marine Pichery l'a rappelé, il y a eu finalement très peu d'erreurs structurelles qui ont été menées dans le projet de déploiement du territoire de Sénart. Mais je rajouterai une chose importante, on l'a déjà d'ailleurs écrit, j'avais fait un article dans Le Point sur le sujet, qui était de dire que c'est une opération unique en tant que telle. Le volume d'aménagement et la réserve foncière qu'il y a, le gisement sur le territoire francilien est unique en son genre. Encore une fois, c'est peut-être là qu'il y a peut-être des solutions hyper intéressantes en termes de lab, d'innovation. Je pense que pour le paysagiste urbaniste que vous êtes, pour vous, c'est un terrain de jeu formidable. Alors en effet, il y a un gisement de foncier qui est juste exceptionnel, mais en revanche, et je rejoins ce que vous avez dit tout à l'heure, c'est l'exigence qui doit nous guider maintenant. Exigence de se dire finalement, l'atterrissage du ZAN, c'est pas de le consommer sur 10 ans, mais c'est de le consommer sur 50 ans. Ça veut dire de prendre possession du temps long et de se dire que ce foncier, il va devoir accueillir
ce que la ville constituée ne peut pas apprendre. Et c'est là où je trouve intéressant que ça fabrique finalement une nouvelle méthodologie, et que là où on était dans de la planification, des top-down, cette ville elle a été fabriquée de très haut, avec un carré qui est comme ça atterri en plein milieu du plateau de la Brie, là, comme une forme assez particulière dans ce grand espace extrêmement horizontal. Là maintenant il faut être bottom-up, il faut attaquer par toutes les situations de ville en repartant des 10 villes, du carré, et de se dire qu'est-ce qui manque, qu'est-ce qu'on a besoin, et c'est inverser offre et demande. C'est très clair. Et donc moi je suis pour aujourd'hui avoir un travail où chaque situation va être regardée au prisme de ce qu'elle apporte sur les 30 ans qui viennent pour cultiver tout ça, et avec, il me semble, c'est aussi un territoire où on a une vraie possibilité de renouveler la participation citoyenne, de venir installer, vous avez une population, encore une fois, le bébé commence à marcher, il y a des gens qui s'inscrivent dans un parcours résidentiel au long cours, et en même temps, qui aussi ont des attentes. Et je pense que c'est une chance, contrairement à des territoires gentrifiés, et bien là on a la possibilité de pouvoir venir les accrocher. Et je pense que dans la salle, chacun saura de quoi je parle quand je dis qu'il faut renouveler la participation citoyenne. Au regard des chiffres, si je vous demandais, on a bien besoin. Pour conclure, un mot, un adjectif qui vous viendrait à l'esprit pour illustrer le propos, lequel vous viendrait spontanément? Bon, moi je dis commun, parce commun. Que je pense que... Merci. Annabelle Testaux, petit mot de conclusion, et puis même chose dans le jeu, je vous demanderais de choisir un mot qui illustre un peu le propos du moment que nous nous passons ensemble. Alors moi je voudrais revenir sur le fait qu'effectivement le territoire de Sénart pendant 50 ans a été une ville nouvelle, comme tant d'autres villes nouvelles, un lieu d'innovation, un lieu de, où on a créé des choses nouvelles, on a urbanisé de façon nouvelle, on a préservé l'environnement aussi de façon nouvelle, on a inventé une manière de se déplacer, de vivre, etc. Aujourd'hui le projet n'est pas fini et il ne sera pas comme on l'avait imaginé il y a 50 ans, il sera différent, on en redéfinit les limites, les contours, on en redéfinit les objectifs, donc il reste encore beaucoup de choses à innover, à inventer. Je salue pour ça l'outil EPA qui travaille dessus, qui va continuer à travailler sur ce sujet et qui s'entoure de gens, on les a entendus aujourd'hui, intéressants, qui ont plein d'idées pour faire une ville nouvelle, adaptée aux enjeux d'aujourd'hui. Donc ça serait, voilà, encore plein de choses à faire dans un nouveau cadre. Alors, quel est l'adjectif qui vous viendrait pour spontanément l'esprit? Vous avez le choix, hein. Spontanément, comme ça. Quel mot? Il va falloir adapter. Adapter. Merci. Magali. Oui, alors en conclusion, j'aurais envie de repartir de... C'est un territoire qui s'est emparé de la vision de la ville nouvelle. Ça peut être un gros mot, clairement, ça n'en est pas un sur ce territoire. Donc si on repart de atténuation, atténuation, cycle du carbone, prix du kilowattheure, atténuation, cycle de l'eau, prix du mètre cube d'eau. Je retiens les mots du vice-président de l'ADEME à l'introduction des entretiens de cadre de ville il y a un mois. On ne peut regarder aucun investissement si on ne regarde pas d'abord le coût de l'inaction. Quand on a eu la guerre en Ukraine, l'explosion du kilowattheure, on s'est dit, oula, peut-être qu'effectivement il n'y a pas que le neuf, l'existant c'est un sujet. Donc sur atténuation, le sujet à Sénart, et c'est la chance que vous avez, repartir de l'existant, repartir du pavillonnaire et des équipements, et on remet ça sur le marché, hop, on est bon pour un cycle résidentiel. Et sur le cycle de l'eau, chance infinie d'avoir ces énormes forêts, ce préaménagement, ces 50 ans de légitimité sur l'eau pluviale. Oui, sauf que le problème de l'eau pluviale, c'est quand on en a quand il pleut. Du coup, quand il ne pleut pas, on n'en a pas. Et du coup, j'enchaîne, mais la palissade déjà avance. Et du coup, le problème du stress hydrique et de la forêt en France, vous êtes en territoire qui peut être innovant, ville du vélo, innovant, ville de la forêt qui survit. Et comment est-ce qu'on fait une forêt qui survit? Moi, j'ai tendance à dire, il faut que je fasse un gimmick. Quand on plante de la ville, on fait jaillir de l'eau. Vous avez encore 12 000 habitants à accueillir, vous avez encore de la ville à planter. Planter de la ville, c'est amener de l'eau, et c'est quand même une absurdité sans nom aujourd'hui
qu'on amène de l'eau potable et qu'on la renvoie dans des tuyaux qui vont ensuite dans des fleuves et dans l'océan, alors qu'on pourrait la réutiliser sur place. Donc, l'étape d'après, après avoir été leader sur la réutilisation des eaux pluviales, c'est évidemment la réutilisation des eaux grises et des eaux noires avec un maillage de fermes à eau sur ce territoire qui permettent un vrai réseau d'irrigation pour transformer l'agriculture en agroforesterie. C'est la chance d'avoir les 800 hectares qu'on laisse à l'agriculture, mais qu'on transforme et qui devient pilote. Et également, pourquoi pas, sauver les forêts tamponnées. Et donc, quel serait le mot selon Magali Goldwein? Eh ben, je dirais chance d'innover. Voilà. Chance ou innover? Oui, les deux, c'est une chance infinie sur ce territoire de pouvoir continuer à innover. D'être les premiers. Marilyn Pichery, pour conclure. Moi, je vais juste conclure par le mot, en fait. Oui. Ambition. Ambition. Donc, si on veut avoir la chance d'avoir une ambition, et que cette ambition soit basée sur un avenir commun, encore faut-il savoir s'adapter. Ce sera la conclusion de cette table ronde. Merci à Marilyn Pichery, présidente du conseil d'administration de l'EPA. Merci également à vous, parce que je vous l'ai déjà dit en interview, soyez sympa, ne changez rien. Vous êtes maire de Savigny aussi, le Temple. Merci encore une fois. Merci à Annabelle Testo, chef de service territoire pour la DDT de 91. Merci à Magali Goldwein, architecte urbaniste chez De Villers et Associés. Merci enfin à Vincent Cotet, paysagiste et urbaniste.